Sans plus attendre, on peut peut-être enchaîner avec Avec notre notre grand témoin, hein, toujours, on a grand un, grand euh, témoin, donc un concepteur, Achille Bourdon, donc qui est cofondateur avec Damien Antonoli, de l'agence Civil Architecture. Donc Civil pour système ville, hein, on a bien compris tout de suite dans l'intitulé ce qui va composer et guider vos réflexions, hein, qui sont notamment la mixité d'usage, la mixité programmatique, réintroduire les activités productives en ville, lutter contre l'éloignement progressif de ces activités productives et aussi révéler les réseaux, hein, les réseaux, les flux, que ce soit marchands, les flux de déchets, les réseaux de distribution d'eau, les révéler pour faire qu'on puisse bien comprendre comment fonctionne la ville. Donc merci pour votre présence ici et votre conclusion et votre expertise. Merci beaucoup. oui, je voudrais souligner que nous avions repéré Civil au moment des nouveaux des albums de la jeune architecture. Et donc, ils nous avaient justement intéressés particulièrement parce qu'ils avaient réfléchi à cette histoire. On est très familier ici de cette histoire, mais dans l'architecture, c'est moins évident. L'histoire du dernier kilomètre. C'est que des architectes qui s'intéressaient à la logistique, on s'est dit, tiens, tiens, intéressant de travailler à la fois sur l'économie, sur la mobilité, sur toutes ces choses, et donc évidemment sur les infrastructures. Donc pour toutes ces raisons, on va écouter Cyril. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Grand témoin, c'est effectivement un enjeu important. J'ai écouté attentivement toutes les présentations et c'est vrai que j'avais envie de souligner en préambule 4, hem, 4 idées importantes qui me semblent avoir été, données aujourd'hui. C'est vrai que l'importance quand on parle de réinstaller les activités en ville, on parle en fait d'une communauté d'acteurs, on parle d'entreprendre, on parle de partenariat et les villes moyennes à taille humaine, c'est ce qui a été dit, sont, effectivement le ferment, de cette ville qui tisse des liens avec une logique relationnelle très grande et un lien plus explicite entre l'immobilier, les besoins et l'usage. Ça, c'est un point essentiel puisque je vais vous introduire à notre vision, sur laquelle on travaille, qui est plus dans le cadre des métropoles et effectivement, la taille humaine a toute son importance. En deuxième lieu, c'est vrai qu'on a parlé d'un cadre d'expérimentation où on jauge, on essaye, puis en fait on repositionne. La réactivité, la capacité d'inventer, impulser des cercles vertueux qui bonifient l'action, et qui organisent des relations, c'est effectivement, de notre avis, de mon avis, le propre de la ville productive, cette relation très forte entre l'urbain, l'espace et notre sujet, la production, l'activité économique. C'est en 3e lieu, une idée qui m'a paru très importante et qui était transversale, c'est l'idée que la production est une culture. En effet, la mise en valeur des savoir-faire et aussi leur capacité de faire sens, au sein de, ce qu'est la ville en tant qu'un cadre de vie, un cadre de vie ensemble qui, a des symboles. Et d'ailleurs, la Cité internationale de la tapisserie en était un qui m'a particulièrement intéressé. À quel moment un bâtiment peut incarner cette filière qui est si importante et si présente, c'est un enjeu particulièrement stimulant pour un architecte. Et enfin, c'était juste souligner l'importance de l'immobilier dans ce qui a été dit. On parle d'impact, de freins, de contraintes liées à l'immobilier et aussi, l'immobilier comme le nerf de la guerre et le foncier et cet enjeu sur la sobriété comme un cadre de réflexion qui est tout à fait, stimulant en réalité. Et c'est là que je me présente, donc merci pour cette, introduction. On est donc, un atelier d'architecture, fondé en 2015, avec Damien en 2016 en fait, plus précisément et lauréat des albums, des jeunes architectes en 2018, Francis le rappelait, merci beaucoup. Et on s'est fondé avec un cadre de recherche à l'origine de notre travail. Donc peut-être spécifier qu'on travaille sur des objets de recherche qu'on articule, à notre travail de maître d'œuvre architecte, et aussi des études urbaines, du conseil et de la maîtrise d'œuvre plus explicitement comme on en attend de tout architecte.
On a travaillé à l'origine sur la question des filières. La ville productive, en fait, c'est un thème dont on s'est doté, nous, l'atelier d'architecture civile, qui signifie système ville, la ville perçue à travers ses filières. Et cette interrogation, la gauche à l'écran, comment des architectures peuvent faire sens, signifier, expliciter la présence des filières matérielles qui assurent le fonctionnement des villes, l'énergie, les déchets, mais aussi la production, le travail. Et tout ça est devenu un thème très intéressant et on s'est euh, tout à coup intéressé, enfin, naturellement à la métropole comme un cadre très clair où se jouaient des enjeux forts, des enjeux peut-être d'anticipation avec la congestion qui ramenait un rapport de force très important entre l'urbain et le périurbain. C'est un mécanisme sur lequel s'est construit la ville depuis l'origine. On exporte en dehors de la ville constituée les organes nécessaires au fonctionnement et à fur et à mesure que la ville croît, on relègue plus loin ces infrastructures. Un nouveau paradigme, qui s'est concrétisé dans la loi sur zéro artificialisation nette, nous était donné de départ. Nous, c'était comment est-ce que la ville arrête d'expulser ses organes productifs à l'extérieur, mais fait ville avec. Donc là, et c'est le petit symbole à gauche. À droite sur l'écran, c'est la ville qui s'équipe des organes de la transition, pour assurer sa transition écologique, ce changement de mode de consommation et puis aussi la production décentralisée et la production, les zones dédiées à la production qui deviennent la ville sans rejeter plus loin les organes fonctionnels de la ville. J'essaie de me faire court parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai une présentation foisonnante, mais j'amène un témoignage et puis aussi j'essaie de reconnecter les architectes avec ce thème qui est très stratégique, comme on l'a un peu indiqué, mais qui touche à la question de l'architecture. Je vais vous essayer de vous en convaincre. Donc on a ici, nous, notre regard d'architecte qui s'incarne par cette image à droite, une référence qui en fait positionne le regard depuis les coulisses, depuis ces zones reléguées. Quand on a organisé la ville sur le fonctionnalisme, on a séparé les activités nuisibles à l'extérieur, on a installé une ville un peu épargnée ou segmentée de l'autre. Et nous, on a choisi d'inverser le regard et on travaille sur cette capacité de révélation. À droite, c'est un petit bâtiment qu'on a réalisé, notre première réalisation, à la Porte de Pantin, à Paris, et un centre de logistique de quartier, et sur lequel on a installé une vitrine qui permet aux citoyens de voir. Voir, c'est comprendre, et nous, on s'inspire vraiment beaucoup de la relation de l'écologie politique qui fixe la capacité de comprendre. C'est Making Things Public, Bruno Latour disait, révéler, c'est donner à voir, donner à comprendre et restituer à la controverse ces enjeux forts de la société. La logistique en est un très fort. Et puis je m'adosse aussi à peut-être la pensée de Matthew Crawford, qui est l'auteur de L'éloge du carburateur, et qui dit: «La disparition des outils de notre horizon éducatif est le premier pas sur la voie de l'ignorance totale du monde d'artefacts que nous habitons». Et donc en quoi l'architecture peut amener un autre rapport à ce qui nous entoure, à ce qui conditionne notre existence. Là, c'est sollicité parce qu'on a vous découvrirez qu'on a une approche par le projet opérationnel et non pas par l'urbanisme a priori. On n'a pas de doctrine forte, mais plutôt une logique d'investigation. Et je sollicite ici pour vous faire sentir l'importance du thème, une vision un peu pittoresque, les Halles, avant qu'elles soient délocalisées à Rungis. C'est donc les Halles de Paris et qui a installé cette ville peut-être productive ou qui n'est pas tout à fait souhaitable. On ne souhaite pas l'enjoliver, mais qui est une vision de la ville qui acceptait des contraintes et qui vivait avec ces choses. Et les choses actuelles aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous nous intéressons, on porte notre regard, c'est les filières industrielles, les services, le leasing, les blanchisseries industrielles, les réparateurs de photocopieuses et d'ascenseurs. C'est aussi les artisans, bien entendu, la question de la logistique, de la santé, de l'alimentation, toutes ces filières qui conditionnent la ville. Alors, je voulais vous amener dans une vision un peu panoptique. Alors, je pense que je suis allé trop vite. Voilà. À travers 10 petites typologies de projets que l'on mène, vous faire pénétrer dans notre univers et nos différentes les solutions que l'on étudie. Quand on parle de rapprocher, de réinstaller la production en ville, on parle de mixité. Là, c'est l'image d'un petit projet où on avait rapproché des commerces, des logements, de l'industrie, un incubateur. Et en fait, la question, c'est la promiscuité qui s'organise dans cette mixité. Elle était présente dans le faubourg, elle était présente au hall à l'instant, et en fait, elle suppose qu'une attention très particulière, c'est une dimension très forte de la ville productive, de notre avis, organiser des proximités sans promiscuité. Donc, quels sont les espaces, quels sont les dispositifs
d'ordonnancement des usages qui vont pas être trop directifs, mais qui vont épargner les conflits. Ce deuxième cas d'étude, c'est un projet que l'on mène devant la Maison de la Radio, qui est à sa version concours et qui est un peu amendée, depuis, qui, est l'illustration d'une stratégie des industriels à se repositionner en ville sous une autre forme. On est maintenant confronté à un cas où l'architecture est remis au devant parce que les industriels sont confrontés à un paysage de contraintes qui les oblige à trouver des stratégies et donc les nouveaux hybrides, c'est ces alliances entre différents programmes. Ici, sur l'image, c'est une station multi-énergie du futur qui produit de l'hydrogène et en distribue, mais aussi d'autres carburants décarbonés. Un centre logistique fluvial qui est souterrain et inondable, et aussi fluvial, puisqu'une péniche peut distribuer les marchandises. Et une école, un pôle d'enseignement qui assure une péréquation économique. C'est donc l'invention de ces nouveaux hybrides, c'est le paradigme de la péréquation économique, mais aussi de la mutualisation, du partage d'espace où tout doit être très orchestré pour être avec ni trop complexe, ni pas assez. Un autre cas de figure, c'est notre projet que l'on livrera fin d'année à côté du centre Pompidou, dans le centre de Paris. Donc, on est en plein dans les métropoles et pas les villes moyennes, mais vous allez voir qu'on connecte quand même au sujet. C'est un centre logistique de quartier dans un ancien parking automatique. C'est un parking souterrain qui existait et que l'on transforme en centre logistique de quartier avec une conciergerie, beaucoup de services et avec l'intérêt de substituer à des chaînes logistiques longue distance des espaces de stockage bien positionnés. Et une petite référence à une vaste étude que l'on a menée pour le groupe Indigo sur l'expertise de 35 parkings en France pour voir comment ils pouvaient être eux aussi réinvestis par des fonctions logistiques, de stockage et autres. Ça interroge des enjeux réglementaires, des enjeux aussi de transformation des infrastructures et un très très grand océan d'opportunités pour les activités économiques. Un autre cas de figure, c'est la question du transitoire avec l'utilisation de foncier temporaire. Ici, c'est une messagerie logistique que j'ai brièvement présentée tout à l'heure avec cette histoire de vitrine. Elle est positionnée sur un foncier public qui sera restitué 18 ans plus tard. À l'origine, c'était 12, et c'est la durée de vie d'un bâtiment d'activité. 15 ans, on amortit un bâtiment, par exemple. Donc là, c'était l'hypothèse d'un bâtiment qui, au lieu d'être jetable, allait être redéplaçable. Et c'est une stratégie qui permet au pouvoir public de préserver l'avenir. Donc c'est une réalisation qui est assez illustre de ce point de vue-là et qui en fait vient par l'architecture résoudre une situation où l'infrastructure s'installe au cœur c'est en face de la Philharmonie de Paris et de la musique pour vous dire, donc au cœur d'un système urbain très très qualitatif et qui cherche à préserver cette qualité. Heu, voilà. Ici, c'est le transitoire appliqué à une occupation temporaire de l'espace. C'est-à-dire, c'est une étude que l'on a menée pour transformer une usine, les anciennes usines Christophe, qui faisaient des couverts à Saint-Denis, en un lieu, qui est devenu l'orfèvrerie avec Manifesto et nous, on a expertisé la capacité, les travaux à mener pour mettre en conformité l'existant. C'est un enjeu, très intéressant d'appropriation d'un potentiel vacant. Prolonger l'histoire industrielle des sites industriels urbains, c'est aussi un enjeu fort. Là, c'est un projet que l'on mène à Ivry, la réhabilitation d'une halle 1920, qui était une ancienne manufacture, enfin une ancienne, usine de métallurgie en réalité. Le site était un site métallurgique et que l'on transforme en hôtel industriel avec la particularité très intéressante que c'est un acteur privé, un garagiste qui se délocalise et qui nous commande ce bâtiment. À force, il était propriétaire de ces bâtiments dans le centre de Paris, puis il recule à fur et à mesure on lui demande de reculer, en achetant à chaque fois plus grand, un bâtiment plus grand, et là, il installe un hôtel industriel. Pardon, je n'ai pas le bon sens. Même schéma, à quel moment on peut densifier les zones d'activité existantes avec le ressort des utilisateurs actuels, un boulanger industriel qui nous demande de travailler sur l'extension de son bâtiment. Il est monté en SCI, il a vendu son affaire, mais pas ses murs, et il a doté d'une capacité d'investissement. Donc on travaille avec la Caisse des dépôts pour financer un projet d'extension d'une boulangerie sur en achetant le foncier voisin et en maintenant l'activité boulangerie industrielle en site occupé. C'est un ressort de la densification et un sujet passionnant de ce qu'est la ville productive.
Alors c'est un peu je tartine, désolé, mais c'est pour vous montrer encore cette idée panoptique. Il y a tout un ressort de réflexion, sur lequel on travaille et un paysage en éventail. Ici, c'est une ZAC, porte de la Villette, dans le 19e arrondissement à Paris, dans le Nord, où on travaille au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre à installer, des fonctionnalités logistiques, mais aussi des hôtels industriels pour, repositionner la verticalisation de nouveaux immobiliers, qui restituent des mètres carrés, en étage à l'emplacement, où ont disparu, des mètres carrés de terrain. Un dernier exemple, c'est pour vous dézoomer sur la stratégie territoriale. On accompagne le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est donc, territoire d'industrie et qui, a souhaité organiser un dialogue avec les architectes urbanistes pour, décloisonner la manière de faire de l'immobilier productif, et créer une véritable vision, stratégique du territoire, productif de demain. Donc on a, en tant qu'AMO du territoire, dans le cadre de nos missions de conseil, on a organisé ce dialogue entre les élus, et les urbanistes chevronnés qui ont pu, aboutir à une vision. Et ce petit fascicule présenté brièvement, c'est un résultat de ce travail de mise en valeur des enjeux de l'immobilier productif, de demain. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai passé un peu en diagonale, pour me donner un peu une consistance en tant que grand témoin et pour vous inviter à une réflexion qui reconnecte avec le thème. On a donc, parlé beaucoup des métropoles et notre action, elle se concentre sur la métropole parce qu'elle a ce nouveau paradigme et parce que la congestion crée le besoin fort de trouver des solutions. C'est un lieu particulièrement intéressant, la métropole, un laboratoire d'invention, mais en réalité, c'est pas le seul sujet. Et juste en prenant l'exemple de Paris, je voudrais brosser un petit portrait de ce qui est la relation entre la ville et l'industrie avec, à terme, une conclusion qui, je pense, j'espère vous convaincra. Paris a, évacué dans l'histoire ces espaces dédiés aux industries. Paris, en 1977, est devenu une commune de plein droit et a créé son premier schéma d'aménagement et en dressant le constat qui est à l'écran qu'en fait on était en train d'évacuer, toutes les fonciers industriels pour les faire devenir des nouveaux quartiers et répondre aux besoins d'habitation et pour les entreprises, de type, tertiaire principalement. Et on évacuait tellement radicalement les activités productives qu'il en était fait le constat explicite et a été alors, installé un mécanisme de compensation. Dans chacune des ZAC sur lesquelles ont été construits, enfin que la ville a construites sur les fonciers industriels, a été organisé en parallèle un hôtel industriel qui restituait des capacités. Et c'est dans les années 77 à 90 qu'a apparu toute une génération d'immobiliers industriels verticaux, avec un fort soutien de la puissance publique, un financement par péréquation économique dans les quartiers. C'est une étude que l'on a menée puisque, on s'est confronté au fait de la défiance des acteurs de l'immobilier, face aux logiques de verticalisation de l'immobilier. Donc on a eu le besoin de créer des références et c'est donc cette recherche-action que l'on mène à l'atelier qui vise à constituer un savoir et qui nous amène à ce que je vous restitue aujourd'hui. Dans les années 90, 80-90, sous le mandat de Jacques Chirac, a été mis en place une politique très volontariste qui a donné lieu à la création d'un immobilier qui compensait la disparition des fonciers industriels. En parallèle, dans les mêmes années, à Montreuil, une politique de soutien et qui s'est, en fait transformée, transposée en une politique de soutien, par des labels et par, un soutien aux pépinières, un soutien à l'innovation puisque dans les années 90, il y avait une crise économique qui a un peu déstabilisé, le secteur économique français et sur lequel on a reconstruit une foi dans l'innovation et le tertiaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se répète en boucle. Je vous parlais du rejet permanent, des infrastructures à l'extérieur des villes. En 2018, donc je vous laisse, c'est 40 ans plus tard, on refait le même constat. La CCI publie un rapport qui indique qu'avec le Grand Paris Express, en fait, on évacue les espaces, les fonciers industriels, on accélère la délocalisation des entreprises, puisque d'une part, il y a une panne de la production d'immobilier, ce à quoi nous on s'est attelé à savoir pourquoi il y avait une telle panne de production de l'immobilier d'activité, et par ailleurs, qu'on accélérait avec le Grand Paris Express ce desserrement et cette précarisation des entreprises qui ont des difficultés de recrutement et d'autres difficultés, très grandes. Le résultat, c'est cette géographie de
de l'espace économique qui s'est construit. En violet, c'est un petit document qui n'est pas d'une rigueur scientifique absolue, mais qui est qui rend quand même perceptible le fait que où elles sont allées, ces industries qui sont dégagées, ces activités économiques productives, elles sont simplement, elles ont été évacuées en couronne, en grande couronne parisienne, dans différentes typologies d'immobilier, mais principalement des zones d'activité qui aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, s'avère devenir la géographie héritée du XXe siècle pour installer l'économie, sauf à venir remanier tout, y compris en en artificialisant les sols. Donc, j'en viens un peu au deuxième temps de mon intervention, c'est cette attention que on a voulu porter à ce qui disparaît du champ d'attraction des métropoles. Parce que nous, on s'intéresse à créer des immobiliers, mais les entreprises, elles partent. Elles partent où? Elles partent pas dans les métropoles, elles partent en dehors, dans les zones d'activité qui sont le réceptacle actuel, mais obsolète de la de l'aménagement du territoire. Les zones d'activité économique, c'est 30 de la consommation annuelle des terres agricoles. C'est une logique expansive tenace. On a entre 25 et 32 000 zones d'activité en France en 2017, hein, selon une estimation, et dont un quart sont paupérisées, car la zone d'activité économique est en crise. Elle subit le fait d'être dépassée en termes de modèle. Et par ailleurs, il y a un phénomène récurrent d'obsolescence qui est qu'un cycle de vie de zone d'activité, c'est 20 ans de croissance, puis 10 ans de stagnation, et ensuite c'est le déclin. Donc il y a un effet de renouvellement permanent sur lequel le développement économique local s'est toujours construit dans les territoires. Et ce développement génère des externalités négatives très importantes, précarité des salariés, précarité des entreprises face à l'énergie, face à la mobilité et aussi face au recrutement. Sans parler du morcellement géographique que ça occasionne, la carte que je vous ai montrée le montrait très bien. Donc le modèle, il est obsolète et il est aussi coûteux à réparer. Ça, c'est sans vouloir taper trop fort. On a expertisé un peu la chose d'un point de vue d'architecte, mais les stratégies de remise à flot des zones d'activité par l'investissement sur les espaces publics sont un peu euh, vaines, et alors qu'il faudrait véritablement, elles sont très coûteuses, elles ne conduisent pas à la redynamisation des zones d'activité. C'est un sujet très complexe et c'est le point d'orgue de ce que je voulais dire. En réalité, pour être convaincante et répondre aux besoins des entreprises, les zones d'activité doivent se réinventer, doivent se relocaliser à proximité des transports en commun, offrir des services. Et c'est cette vision croquée à droite qui serait certes très désirable, mais complexe. Alors qu'elles sont donc le territoire actuel du développement économique, des réserves foncières qu'on estime importantes, mais qui sont complexes parce que le foncier est très morcelé. Donc on a, on s'est interrogé sur la manière d'intervenir à la manière de Bimby sur c'est-à-dire Build in Backyard, sur ces zones d'activité économique. Donc on trouve des leviers importants, mais qui convoquent des volontarismes politiques très grands et une gouvernance très forte, avec voilà comment un hangar peut être densifié sur son différentes manières pour recréer une urbanité manquante à la zone d'activité, une désirabilité, un imaginaire, une perspective à cet urbanisme très très très, très sordide, générique, peu convaincant et peu en phase avec les besoins des entreprises industrielles et artisanales actuelles. Donc, là, c'est un exemple pour vous indiquer, pour vous dire combien c'est compliqué et combien on y travaille. On mène une mission dans le cadre d'un quartier à Val-de-Fontenay, dans l'agglomération parisienne, qui est le produit d'une mixité historique et qui mélange des habitations et des entreprises dans un tissu très hétéroclite, très séduisant par justement son caractère un peu pittoresque, mais dans lequel on a la commande publique de venir maintenir les entreprises tout en accompagnant la densification, puisque le fameux Grand Paris Express dont je parlais tout à l'heure arrive. Donc on organise un jeu d'opérations de tiroir avec l'objectif de maintenir les entreprises sur site. Et en fait, là où voilà, c'est que ça sollicite une attention très grande et une dynamique donc dont nous nous sommes dotés, une capacité d'aller accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins, la concertation. Donc nous, atelier architectes, accompagnons cette concertation des entreprises pour les inclure dans un plan de phasage qui vise à construire
un immobilier référence avec l'implication des entreprises dans lequel pourront migrer les entreprises qui le souhaiteront pour dégager des fonciers et verticaliser, densifier le quartier sans évacuer les entreprises présentes. Donc c'est une référence tout à fait stimulante et passionnante, simplement pour dire que, d'un point de vue, montage, effectivement, c'est sophistiqué et ça suppose que les architectes soient présents et que cette échelle humaine et réactive soit réinstallée au cœur du projet urbain. Donc, je voulais pas être trop long parce qu'on va laisser la place aussi aux questions, mais pour finir sur cette conclusion que vis-à-vis de la question des zones, des villes moyennes et de leur opportunité à accueillir, les entreprises, je voulais juste poser la question en creux. Je vous ai brossé rapidement les métropoles et leurs difficultés à créer des immobiliers adaptés aux entreprises, industrielles qui, par, le fait, se font expulser en fait des zones, où sont présentes les aménités, ce qui est très frustrant et ce qui est très dommageable pour ces activités et les zones d'activité économique qui sont des espaces sur lesquels on leur propose d'atterrir, qui sont très peu désirables et donc une forme d'impasse. Et quel rôle peuvent jouer les villes moyennes et dotées d'aménités et dotées de capacités de transformer des friches, des espaces à proximité des aménités en lieux désirables pour les entreprises? C'est toute une promesse de mon point de vue, et donc l'échelle des territoires des villes moyennes est tout à fait le lieu, en réfléchissant à filière et en réinstallant, dans ces tissus urbains, des activités, à caractère industriel et artisanal. C'est effectivement, de mon avis, une perspective, garantie. Merci Achille pour cette analyse à la fois critique et prospective, hein. Je trouve très intéressant le pont et le saut d'échelle que tu fais entre la métropole et précisément les villes moyennes, voire les plus petites, hein, parce qu'il y a toujours des zones d'activité, et de reposer la question à la fois de la productivité comme celui de la réactivation de l'infrastructure. Moi, je suis très frappé par évidemment la réussite parce qu'il a un côté emblématique de démonstrateur sous le périphérique parisien, d'aller loger. Souvent, on y met du sport où il y a des endroits, avant c'était des non-lieux, tout ces choses. Et là, on voit qu'on peut remettre à la fois j'allais dire, du sens et de faire du lien. Et puis, transformer des parkings, je trouve le projet de l'immeuble inversé montre à quel point une infrastructure peut devenir une architecture. Une fois de plus, là, il y a un champ d'expérimentation, un véritable laboratoire. Alors, on ne voit pas pourquoi Florentin, on ne voit pas pourquoi les villes moyennes ne seraient pas concernées par ces sujets-là. Ils ont tous des infrastructures, ils ont tous des parkings, ils ont tous des lieux à réinvestir et puis des entreprises qui n'ont qu'une envie, c'est de retravailler. Le mot écosystème est revenu dans tous les témoignages d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant qu'un architecte propose aussi d'activer cet écosystème à sa manière. Et donc, c'est vrai que le travail de l'agence civile est particulièrement intéressant pour cette question extrêmement contemporaine de ne pas travailler uniquement, j'allais dire, sur un bâtiment, si bien détaillé soit-il. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de détails, mais le sujet, il est sur une sorte économie, voire une macroéconomie, hein. Très, très intéressant. Je vais passer toute la parole à Hélène Pesquine qui souhaitait rebondir sur votre intervention et conclure ce 6e forum de l'année. Merci Florentin, merci beaucoup à vous tous, Achille, Caroline, etc. pour ces dernières interventions et à tous les intervenants de l'après-midi. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour des questions parce qu'on arrive au bout de notre après-midi. De manière un peu transversale, d'abord un grand merci pour être revenu avec ces dernières interventions sur les formes finalement spatiales, architecturales, urbaines de cette réindustrialisation, puisque on nous dit que le projet national viserait à relocaliser de l'industrie dans les territoires français, notamment pour ces questions de souveraineté, on en parlait au début, mais aussi évidemment pour des questions de cohésion sociale et d'emploi, et que en grande partie, ces relocalisations pourraient se trouver dans des territoires historiquement industriels et qui étaient éventuellement en déprise depuis quelques années, et ce sont notamment ces territoires de villes moyennes et de petites villes dont on a parlé cet après-midi. Donc, important de revenir à cette dimension spatiale et architecturale. On l'a eu très largement en filigrane dans toutes les présentations de l'après-midi. Et je voudrais l'ouvrir au-delà de la qualité des projets qui ont été présentés à l'instant, hein, à la question très prégnante de la requalification ou de recyclage des fonciers industriels,
puisque, comme vous le savez, le fonds Friche a été créé pendant le plan de relance économique pour développer ce type de projet, la transformation des tellement industriels existants, notamment d'anciennes manufactures parfois très anciennes, dans des projets de développement économique et une tendance forte aujourd'hui, notamment dans les villes du programme Action Cœur de Ville. Et donc, on voit à quel point ça peut créer aussi des opportunités de retrouver une histoire locale, une histoire architecturale et un patrimoine, et de leur redonner vie. Et je pense que c'est important de remettre cette dimension architecturale dans la question industrielle qui a traversé notre après-midi. Et puis, pour élargir encore un peu la discussion, je rebondis sur ce que disait Caroline Granier tout à l'heure au sujet de l'accueil, du recrutement et de la qualification nécessaire au développement des activités dans ces territoires et de nouvelles activités industrielles, y compris bien souvent soutenues par le développement du numérique. Eh bien, une des questions en fait sous-jacentes, c'est aussi celle de l'habitat et du logement, puisqu'on voit bien que, et ça fait aussi partie des enjeux et des priorités d'Action Cœur de Ville, il faut trouver une offre d'habitat, d'éducation, mais aussi d'habitat satisfaisante pour les personnes qui seraient susceptibles d'occuper ces emplois. Et donc, ça relie la question de la stratégie de développement économique à celle de la qualité urbaine, du bien vivre en ville et de la transformation des logements existants et anciens. Et ce faisant, on croise aussi évidemment la question soulevée à l'instant par Achille Bourdon de la lutte contre l'artificialisation, parce que pour l'accueil de nouveaux habitants, les villes moyennes ont aussi souvent la tendance à proposer des solutions d'urbanisme ou de logement qui sont plutôt dans la périphérie et dans l'étalement, puisque c'est souvent aussi ce à quoi aspirent les gens qui s'installent. Et donc ça reboucle avec la question de comment on transforme la ville sur la ville, pour offrir des conditions d'habitat et de travail satisfaisantes dans le monde contemporain, en essayant d'éviter trop d'impacts environnementaux. Et j'avais envie de conclure sur finalement les 4 enjeux qu'on met nous en avant dans le programme qu'on pilote en appui à Action Cœur de Ville, qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière. On dit souvent que pour assurer cette sobriété foncière, donc réussir le zéro artificialisation, ça passe par 4 leviers principaux, et je les donne à dessein dans cet ordre-là. Le premier, c'est la renaturation. On dit souvent que pour redonner des usages, de la valeur d'usage à des locaux aujourd'hui vacants ou en déprise, il faut du végétal, il faut du retour au sol naturel. Et on voit que l'exemple de Rochefort en Berche, en rive de rivière est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. On est sans doute dans une localisation d'activité qui demandera aussi de requalifier le site avec en partie de la renaturation. Deuxième levier qu'on met toujours en avant, c'est celui de l'optimisation. Un même bâtiment peut avoir plusieurs usages. Et on voit bien avec les travaux sur Romans-sur-Isère, sur les rez-de-chaussée, ou à Aubusson, dans la fameuse maison d'accueil de la cité de la tapisserie, que les usages divers d'un même bâtiment lui donnent aussi une caractéristique, une qualité particulière, et ça évite d'en construire de nouveau. On parle aussi de transformation, et là, tout ce que Civil nous a montré à l'instant sur la transformation de bâtiments industriels est tout à fait à l'échelle de cette nouvelle manière de percevoir le développement urbain. Et enfin, on traite de la question de la densification, mais on voit que le zéro artificialisation ne passe pas immédiatement par cette densification, alors que c'est souvent l'image qu'on en a. Et je trouve que ce détour par les stratégies industrielles pour parler du développement urbain de demain et de ce nécessaire changement de paradigme est particulièrement intéressant. La ville de demain, elle devrait être toujours diverse, accueillir toutes sortes de logements et toutes sortes d'habitants, y compris des catégories populaires dans l'emploi et dans le logement. Et donc, on a besoin d'articuler ces différentes fonctions urbaines. Donc, je suis vraiment ravie de ce forum. Ce sera donc le dernier de l'année, enfin de l'année, on fonctionne en année scolaire en fait, le dernier de la saison. Je voudrais en profiter pour remercier très chaleureusement évidemment Francis Rambert et toute la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille depuis 3 ans. Un grand merci aussi à Florentin Cornet, j'en profite parce que c'est lui qui a conçu le Forum des solutions, qui en a préparé toutes les sessions, donc une grosse vingtaine de sessions depuis l'origine, et donc c'est très important aussi qu'on le remercie. Il a été pour cette dernière occasion au micro, et voilà, c'est une forme de reconnaissance aussi, on voit qu'il a un talent pour ça. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés depuis ces 3 ans. On verra
pour la suite, dans le cadre du prolongement du programme Action Cœur des Villes et du programme Petites Villes de demain, quels sont les outils dont on se dote. Mais on aura déjà fait un tour assez complet de nombreuses thématiques au travers de ces forums, et je vous invite tous à en faire la publicité puisqu'ils sont disponibles en ligne sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et sur le site du PUCA. Il me revient de vous proposer un générique de fin, on va l'appeler comme ça, qui est un petit film qui a été tourné dans le cadre du programme de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines du PUCA qui s'appelle Pop Sud Territoire, un petit film sur la ville de Vitré qui raconte la success story d'une petite ville industrielle qui a plus d'emplois que d'habitants. Alors, c'est pas forcément une fin en soi, il faut le savoir, ça peut poser des difficultés, mais en tout cas, on a là une stratégie locale qui a vraiment très fortement été embarquée, dynamique sur le maintien de l'emploi industriel sur son territoire, et ça passe par la formation, vous allez le voir. Et j'espère vous retrouver sous une forme ou une autre après l'été pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci Hélène. Juste avant que le film parte, je voudrais remercier spécialement Florentin. En effet, quand on est pour tous, son implication dans le travail, dans le choix. On a souvent des dialogues sur les choix. Et en effet, je veux aussi remercier Marguerite de Metz, là, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est là, et aussi une cheville ouvrière du programme, et Florentin Véranguet, Florentin, décidément, Florent Véranguet, et sans lui, il n'y aurait pas de réseau partout. Donc voilà, c'est une histoire, c'est une très belle coopération depuis 3 ans, et on souhaite qu'elle continue. Voilà, on vous souhaite un très bel été, et on vous invite à Vitré en attendant. Voilà, à très bientôt. Merci. La ville de Vitré, c'est une petite ville à l'échelle française, 17 000 habitants. Mais aujourd'hui, c'est une ville assez dynamique sur le plan démographique. Et surtout, c'est une ville très dynamique sur le plan de l'emploi. Dans la dernière statistique par l'INSEE, on est à 4,6% de taux de chômage, c'est-à-dire en dessous le seuil du plein emploi, et le 3e meilleur taux de chômage en France, qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, un contexte régional. De manière générale, en Bretagne, on a un taux de chômage plus faible qu'ailleurs en France, et qui s'explique surtout par le tissu industriel local, qui lui s'appuie sur de nombreuses entreprises qui sont dynamiques, qui sont plutôt les entreprises récentes, qui sont arrivées sur le territoire il y a finalement peu de temps à l'échelle du temps industriel. Et surtout, c'est des entreprises et des emplois industriels qui s'appuient sur des caractéristiques propres au territoire. C'est à la fois une histoire liée à la forte présence de l'agriculture, donc de l'industrie agroalimentaire, une histoire liée aussi à des relations plutôt apaisées aussi entre le salariat et le patronat, qui fait que historiquement on a très peu de grèves sur le territoire de Vitré et qu'on a des salariés qui sont plutôt disponibles en fonction évidemment de l'emploi qu'on peut leur offrir. Aujourd'hui, ce taux de chômage à 4,6%, c'est le résultat d'une mobilisation du tissu économique et du tissu politique local. Depuis en gros 1977 et l'arrivée d'un homme, Pierre Méhaignerie, à la tête de la ville de Vitré, on a eu une politique qui a été menée pour favoriser l'investissement et l'implantation de nouvelles entreprises sur place. Donc cette mobilisation, évidemment, elle se met en place de différentes manières, à la fois sur le plan politique, où là on s'appuie sur des réseaux départementaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, pour aller chercher des investisseurs. Et là, on a des exemples où le maire a pris lui-même son bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte des entreprises et convaincre un des chefs d'entreprise de venir s'installer sur le territoire de Vitré. Comment avons-nous pu attirer les entreprises? Le plus important, à mon avis, c'est la capacité de construire pour l'entreprise les bâtiments, de façon à ce que l'entreprise se concentre sur son développement et soit plus sécurisée. La construction de 30 bâtiments industriels a été un élément clé. Le deuxième élément, c'est la capacité dans ce bassin d'emploi de savoir qu'il y a une éthique du travail et que l'entreprise pourra réussir. Un autre élément, c'est de s'occuper de toutes leurs difficultés. Le maître mot finalement de la politique économique du territoire de Vitré, c'est zéro contrainte pour les entreprises. Et puis évidemment, c'est tout un ensemble d'avantages fiscaux,
Notamment, la règle, c'est plutôt de dire on est à 30% en dessous de la moyenne nationale pour que les entreprises n'aient pas à verser trop d'impôts sur les différentes contributions qu'elles ont à verser. Mais c'est aussi des aides sociales pour les employés. Par exemple, sur la zone industrielle d'Étrelles, c'est Vitré Communauté, donc la collectivité locale, qui a créé une crèche pour que les salariés puissent faire garder leurs enfants sur place. Donc tout ça, c'est un ensemble finalement de facteurs qui vont faciliter la vie des entreprises, qui vont faire qu'elles vont venir de manière assez facile sur le territoire. L'étude POPSU, elle avait deux objectifs. Le premier, c'était de comprendre la réussite du territoire vitréen. Peut-on parler d'un modèle vitréen? Donc comprendre finalement cette réussite économique et voir si on peut tirer des grandes lignes qui pourrait profiter à d'autres territoires. Et puis le deuxième objectif, c'était de voir un peu la durabilité de ce modèle dans le temps. Est-ce que par rapport aux évolutions du milieu économique, par rapport aux évolutions de la société, par rapport à l'évolution même du marché mondial, est-ce que ce qui existe aujourd'hui va perdurer? La France est administrativement lourde, donc faciliter la vie des entreprises est considéré. Nous avons décidé de regrouper dans un seul bâtiment qui s'appelle la Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation, les 10 structures qui s'occupent de l'emploi. Depuis une chambre de commerce jusqu'à Pôle emploi, en passant par le centre d'information et d'orientation scolaire, avec un seul directeur. C'est un avantage pour beaucoup d'entreprises. Une entreprise a besoin de 17 salariés ou de 8 salariés dans 6 mois. La Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation s'en occupe. Et nous avons fait attention à ce que la présidence de cette Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation soit présidée par un chef d'entreprise et non pas par un élu, toujours pour faciliter la communication élu-entrepreneur. La Maison de l'Emploi du Pays de Vitré, c'est plusieurs structures au sein de ce bâtiment qui ont toutes un objectif d'accompagnement des entreprises et d'accompagnement des publics. Toutes ces structures présentes au même endroit permettent d'identifier peut-être la Maison de l'Emploi, comme certains disent, un guichet unique. Et quelle que soit leur problématique, quelle que soit la structure à laquelle elles frappent, les entreprises ou les personnes seront réorientées vers le bon interlocuteur. Donc il y a une complémentarité, une synergie entre les structures qui fait que probablement les choses vont plus vite et sont sans doute plus fluides. Les besoins des entreprises peuvent être variés. Majoritairement, leurs demandes concernent le recrutement. C'est très vrai sur notre territoire qui a un taux de chômage très faible. Il y a une demande d'appui à la recherche de candidats. Donc, outre la diffusion des offres d'emploi, qui est la première étape, il y a vraiment un travail d'analyse du besoin de l'entreprise et de trouver des solutions auxquelles l'entreprise n'avait peut-être pas pensé, à savoir former les personnes avant leur recrutement, ouvrir considérablement leurs critères de recrutement. J'habite Vitré. En 2018, j'ai décidé de changer de métier. Et donc la MEF m'a aidé dans le cadre d'un atelier qui mettait en place sur la stratégie des réseaux sociaux professionnels. Et c'est au cours de cet atelier en fait que j'ai découvert que je pouvais éventuellement aussi moi travailler dans le métier du digital. Donc la MEF m'a aidé à trouver une formation en tant que chef de projet en transition numérique. Donc j'ai intégré rapidement cette formation. Et avant même d'avoir terminé la formation, une entreprise est venue m'embaucher. La MEF, en fait, aujourd'hui, elle est arrivée un petit peu en complément de ce qu'un Pôle emploi classique pouvait me proposer, justement au travers de ces ateliers. Parce que c'est quelque chose que Pôle emploi ne propose pas sur toutes ses antennes. La MEF peut être un outil pour les chefs d'entreprise à 2 niveaux. Au moment de l'installation, lorsque WebHelp s'est installé, nous nous sommes appuyés beaucoup sur la Maison de l'Emploi et de la Formation pour professionnaliser des profils de salariés sur lesquels le bassin n'était pas forcément habitué. Donc nous a accompagnés en partenariat avec Pôle emploi à faire ce travail de détection de profils. Nous accompagne aussi aujourd'hui sur toute la partie formation, au-delà même du métier de conseiller de clientèle. Nous avons des métiers de manager et toute cette partie-là a besoin de se développer. Nous le faisons par l'intermédiaire de la MEF. Donc l'idée, c'est aussi de voir si les entreprises vont continuer à venir et si les salariés qui sont dans les entreprises vont aussi s'implanter sur le territoire de Vitré et finalement faire vivre le territoire par leur implantation.
Je n'habite pas à Vitré parce que je préfère les grandes villes. Je préfère là où il y a un petit peu plus d'activités culturelles, etc. Et un peu plus de possibilité de bouger aussi avec le train. Je suis encore jeune et Rennes a un aspect étudiant que j'apprécie beaucoup, que je ne retrouve pas forcément à Vitré. Rennes bouge un peu plus le week-end. Après, au niveau des amis, pareil, Rennes, c'est beaucoup plus attractif, même au niveau du shopping, des sorties, des restaurants, des bars. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens qui travaillent à Vitré n'habitent pas à Vitré. Ce n'est pas un fait qui est exceptionnel par rapport aux autres territoires, bien évidemment, mais c'est, on pourrait dire, un manque à gagner pour le territoire de Vitré. Parce que Vitré développe des emplois, mais le territoire de Vitré